Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo très importante puisqu'on va parler de la composition. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que c'est un des éléments les plus importants pour faire une belle image. Je vais diviser cette vidéo en 8 points qui me semblent importants et qui m'aident à composer et à donner du sens à mes compositions, aussi bien d'un point de vue esthétique que pour modifier le ressenti du spectateur. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est important de comprendre ce que c'est que la composition et on pourrait la définir comme étant l'agencement dans un cadre des éléments que vous filmez. Et cette définition nous amène tout de suite au premier point très important, qui est le cadre. Le cadre va bien sûr avoir une énorme influence sur votre travail de composition, puisque tous vos éléments devront être contenus dans le cadre. Et dès que je parle de cadre, je parle bien sûr de ratio, de format d'image. Donc les plus connus, c'est par exemple le 16/9, comme ici, le format 4/3, le format scope de 35, et en fait il y a une infinité de possibilités. Dans beaucoup de cas, on choisit un peu par défaut, ou plutôt pour des raisons techniques, en fonction du support de diffusion, notre format de cadre. Je pense par exemple aux réseaux sociaux, on va privilégier le format vertical, donc que ce soit du 4/5 ou du 9/16, pour optimiser la lecture sur un téléphone. Mais des standards de diffusion comme ça, il y en a aussi au cinéma, à la télé, sur YouTube, donc c'est une première chose à prendre en compte dans le choix de votre cadre. Mais il y a aussi une réflexion artistique qu'il est possible d'avoir sur le choix du cadre en fonction de plusieurs choses. Premièrement, les éléments que vous voulez mettre en valeur dans votre image. Par exemple, le format scope est peut-être lui plus adapté à mettre en valeur des paysages assez larges, des foules d'individus, des mouvements horizontaux. En fait, justement, tous les objets qui sont assez horizontaux, comme l'est le format scope, des mecs allongés, pourquoi pas. Alors qu'au contraire, si vous filmez des portraits ou des tours, ce genre de choses, là, ça va peut-être être plus pertinent d'utiliser un format un peu moins large, comme du 16/9, voire du 4/3, pour éviter d'avoir à trop reculer pour avoir la même valeur de plan, et du coup avoir une composition qui en pâtit un petit peu. On peut aussi choisir d'utiliser le cadre pour accentuer une idée de mise en scène. Donc un exemple très connu, c'est Xavier Dolan dans son film Mommy, qui utilise le format carré pour suggérer l'enfermement, accentuer l'enfermement des personnages, et donner une sensation de liberté lorsque le cadre s'élargit enfin. Alors attention, en vidéo, je vous conseille quand même d'éviter de faire trop souvent ce genre de choix extrême, parce que ça peut vite être lassant et assez pompeux malgré tout. Privilégiez par exemple le cadre dans le cadre sur certains plans si votre but est justement de montrer l'enfermement des personnages, mais évitez de faire ça sur toute la longueur du film parce que au bout d'un moment ça perd de son impact. Autre exemple dans un clip qu'on avait tourné il y a 1 an pour accentuer une idée de mise en scène, on avait choisi à l'époque de filmer au format 4/3 pour rappeler en fait le format de la toile de peinture qui obsède le personnage principal, qui est un peu le thème central du clip. C'est un choix qui peut se discuter bien sûr, hein, mais bon, c'est un clip, donc ça n'engage pas sur 2 heures de film. Et enfin, malgré tout, le choix du cadre doit aussi prendre en compte les perceptions qui sont rattachées à ce format, et malgré tout ce qu'on dira, oui, le format scope de 35 est plus assimilé au cinéma, et a donc un côté un peu plus cinématographique, encore une fois à condition de bien savoir composer pour ce format. Le format 4/3 a lui un côté un peu plus rétro, vintage, tout simplement parce que c'était le format de base à l'époque des anciennes télé, etc. Ok, le deuxième point est hyper important et pour bien le comprendre, il faut savoir que l'œil a une manière de lire les images et d'en repérer les éléments qui lui semblent importants pour être capable ensuite de l'apprécier. Et composer son image, c'est justement savoir exploiter ce fonctionnement et permettre au spectateur de comprendre le sens d'une photo ou d'une scène assez facilement d'un seul coup d'œil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle pas vraiment de composition moche, mais plutôt de composition brouillon ou illisible. Et justement, pour avoir une composition réussie et donc lisible, il faut avoir quelque chose à lire. S'il n'y a rien d'intéressant dans l'image, c'est pas intéressant. C'est donc important d'avoir ce qu'on appelle un point d'intérêt qui va souvent être le sujet de votre image. Donc ça peut être un personnage, mais aussi un animal, un objet, un bâtiment. Et en fait, ça va donner beaucoup plus d'impact tout de suite à votre image. Mais attention, le fait d'avoir un point d'intérêt ne suffit pas. Si par exemple, votre sujet ne se détache pas vraiment du décor, alors votre point d'intérêt ne sera pas vraiment visible. C'est pour ça qu'il faut en quelque sorte l'aider à se démarquer en le plaçant dans des conditions auxquelles l'œil est très sensible et sait détecter très rapidement. Et des moyens de rendre plus visible le sujet, il y en a plein. Le plus efficace, je pense, c'est d'essayer de créer du contraste entre lui et son environnement. Ça peut être des contrastes de luminosité, des contrastes de couleurs, des contrastes de forme, il y a plein de possibilités.
Par exemple, dans ce court-métrage où j'étais chef-op, on a mis en avant les deux protagonistes par rapport au reste de la classe, par des contrastes de couleur de leur tenue, mais aussi par des contrastes de luminosité en les éclairant plus que les autres personnages. Vous pouvez aussi mettre en valeur votre sujet par le mouvement, en quelque sorte par un contraste de mouvement. Par exemple, lorsqu'il bouge alors que tout l'environnement est fixe, ou au contraire lorsque tout bouge et que lui reste fixe dans le cadre. L'œil est aussi très sensible à la netteté par rapport au flou, donc évidemment si vous voulez mettre en valeur votre sujet, il va pas falloir qu'il soit flou. Et c'est aussi pour ça en général qu'on aime beaucoup le bokeh, parce qu'il va rendre l'arrière-plan moins distrayant et donc rendre toute l'image plus lisible. Un autre moyen c'est de jouer avec la taille du sujet dans le cadre. Évidemment plus un objet prendra de la place dans le cadre, plus il attirera notre attention. Vous pouvez aussi jouer avec la saturation des couleurs, en sachant qu'une couleur saturée attire bien plus l'attention qu'une couleur désaturée. Et enfin, on n'y pense pas assez, mais l'œil est extrêmement sensible au visage et aux formes humaines, et ça va nous être utile dans deux situations. Déjà pour pouvoir mettre en valeur des objets en leur donnant un visage humain, donc ça va augmenter évidemment l'empathie, mais ça va aussi servir à votre travail de composition comme on l'a vu, parce que le sujet sera plus facilement lisible. Et deuxième avantage, ça peut éviter parfois de diviser l'attention du spectateur dans un plan. Si par exemple vous voulez mettre en valeur un objet, ben vous savez qu'il faut éviter de mettre un visage humain à côté. Tout ce qu'on a vu là, ça rejoint parfois d'autres aspects de la mise en scène, comme les costumes par exemple, c'est pas que de la composition. Parfois les enjeux vont dans le même sens et dans ce cas-là c'est bien. Par exemple dans ce clip, mon but c'était de montrer que cette petite fille ne se sentait pas bien dans cette grande ville où elle venait de déménager. J'ai donc suggéré ça par plusieurs types de contrastes entre elle et son environnement, donc la couleur de ses vêtements par rapport au gratte-ciel, la taille de la petite fille par rapport au gratte-ciel, son mouvement alors que tout le reste est fixe. Et tout ça, ça allait dans le sens de ma mise en scène et ça aidait ma composition, donc tout allait bien. Mais on peut imaginer par exemple une histoire où justement vous voulez mettre en valeur un personnage timide, et dans ces cas-là, le faire se fondre dans l'environnement, ça peut être pertinent pour la mise en scène. Mais dans ces cas-là, il va falloir trouver d'autres astuces à la composition pour éviter que ce soit trop dur de lire votre image et de comprendre où est votre sujet. Ça peut être des astuces qu'on vient de voir ici, mais il y a d'autres choses qu'on va pouvoir mettre en place, on voit ça tout de suite. Justement, un autre point important pour rendre l'image plus lisible, ça va être d'agencer, de répartir les différents éléments de l'image selon une structure, pour éviter que ce soit trop le chaos. La plus connue de toutes d'ailleurs, vous la connaissez sans doute, c'est la règle des tiers. L'idée ici c'est de tracer deux lignes horizontales et verticales qui vont se couper en 4 points d'intersection, qu'on appelle des points de force. Et ça vaut pour tous les formats de 4, que ce soit horizontaux ou verticaux. Cette règle ensuite c'est assez simple, ça consiste à essayer de placer au maximum les éléments importants de votre image le long de ces lignes, voire encore mieux sur les points de force. Tout ça pour obtenir une composition jugée plus esthétique. Alors ce que j'appelle élément important, c'est bien sûr votre sujet, votre personnage, mais ça peut aussi être une ligne d'horizon, un élément de votre décor que vous voulez mettre en valeur, etc. C'est vrai que si vous placez tous ces éléments majoritairement sur les lignes de tiers, l'œil va plus naturellement être attiré par eux. Alors pourquoi le cerveau est plus sensible à ce type de composition? Il y a une explication, mais je ne saurais pas trop vous dire. Mais je sais que c'est lié avec la proximité de la règle des tiers avec celle du nombre d'or. Peut-être que vous connaissez déjà, mais voilà, le nombre d'or, c'est une proportion mathématique qui a pris du coup un côté esthétique dans les arts, etc. et a été beaucoup utilisé parce que jugée comme harmonieuse. Et du coup, la règle des tiers, c'est juste une version simplifiée de cette règle du nombre d'or appliquée à notre image. Pour utiliser cette règle à notre composition, c'est à peu près pareil. Il faut s'imaginer tracer une spirale qui suit le ratio du nombre d'or. Et l'idée, ça va être de placer notre sujet ou notre point d'intérêt au centre de cette spirale, qui correspond, si on regarde bien, à peu près à un point de force. Donc c'est pour ça que je vous disais que la règle des tiers était une version simplifiée de la règle du nombre d'or. Et vous pouvez aussi essayer d'agencer d'autres éléments le long de cette spirale pour essayer de guider encore plus l'œil. Une troisième structure très connue, ça va être la symétrie. Donc ça c'est très plaisant pour l'œil parce que ça simplifie beaucoup la lecture, tout en équilibrant directement l'image. On verra ça plus en détail au point 7. Une composition symétrique peut être verticale bien sûr, c'est-à-dire que la partie gauche et la partie droite de l'image sont similaires, sont agencées de la même façon, mais ça peut aussi être une composition symétrique horizontale. Ça c'est plus souvent le cas lorsque vous avez des reflets par exemple. Cette structure peut être très utile pour la symbolique de la mise en scène, si vous voulez donner par exemple une sensation d'ordre dans un décor, ou même renforcer le caractère strict ou maniaque d'un personnage par exemple. Mais alors à quel moment choisir entre utiliser la règle des tiers et utiliser la symétrie, notamment pour placer son sujet? C'est assez délicat, évidemment ça va dépendre de la scène, mais je peux quand même vous donner deux petits conseils pour vous aider à faire votre choix. Le premier, c'est la direction du regard de votre personnage. La plupart du temps, on essaye de laisser plus d'air devant le personnage,
c'est-à-dire dans la direction de son regard, que derrière lui, pour le laisser respirer. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, je place mon personnage sur un tiers qui lui laisse plus d'air devant lui, alors que le centré peut laisser l'espace devant son regard peut-être insuffisant la plupart du temps. Maintenant, si l'axe du regard est la même que l'axe de la caméra, c'est-à-dire soit que le personnage est de dos, ou à l'inverse comme dans ce court-métrage où l'actrice parlait directement face à la caméra, là ça peut être pertinent de chercher une composition symétrique en centrant le personnage, même si centrer le personnage ne veut pas dire composition symétrique, mais vous avez l'idée. Et attention, c'est pas parce que vous centrez votre personnage horizontalement que vous pouvez pas suivre la règle des tiers verticalement. D'ailleurs, c'est souvent une bonne idée de le faire. Alors ça peut paraître évident, mais si vous tournez par exemple dans un décor avec une architecture très symétrique, ça peut rendre super bien de centrer votre personnage, parce que votre image sera déjà naturellement très équilibrée, alors qu'un décor agencé différemment rendra peut-être mieux si vous placez votre personnage sur un tiers. Faut juste s'adapter à la situation et parfois se laisser surprendre. Une autre structure qui peut être intéressante, c'est la composition pyramidale, dont les parties vont former un triangle et qui va diriger l'œil naturellement vers la pointe de ce triangle, là où se trouve généralement, encore une fois, le sujet ou l'objet que vous voulez mettre en valeur dans cette image. Par exemple, dans ce clip, on avait placé volontairement les figurants de telle sorte à ce qu'à la caméra, on ait une composition pyramidale qui redirige vers la chanteuse un peu au sommet de la pyramide et la mettre du coup en valeur. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, c'est aussi une composition symétrique, l'une n'empêche pas l'autre. Donc voilà, c'était juste quelques compositions assez courantes, mais il en existe évidemment plein d'autres, à peu près autant en fait qu'il y a de formes que le cerveau peut identifier rapidement. L'idée en fait c'est juste de lui simplifier la lecture et d'éviter d'avoir une image trop anarchique. Les lignes directrices sont également un excellent outil pour guider l'œil du spectateur. Alors dès qu'on pense à ça, on pense évidemment aux lignes de fuite qui vont toutes converger vers un point qu'on appelle le point de fuite et donner une direction à l'image. Naturellement, en fait, l'œil va être attiré par ces lignes et donc va être guidé vers ce point de convergence. Et c'est comme ça qu'on peut en fait les utiliser en les faisant pointer vers notre sujet et ainsi guider le regard du spectateur vers ce qu'on veut montrer. Et petite parenthèse, c'est aussi pour ça qu'il faut éviter de placer juste un sujet en dehors de ces lignes, sinon ça peut en quelque sorte diviser l'attention. Par exemple, dans ce plan, la composition marche plutôt bien, mais si on enlève le personnage qui court derrière, ça marche déjà un peu moins bien parce que l'œil est à la fois attiré par le sujet au premier plan et par le point de fuite qui ne montre rien de spécial. Mais dans un autre court-métrage, par exemple, j'avais utilisé justement ce conflit pour symboliser la présence de quelque chose d'un peu invisible que mon personnage cherchait du regard. Et en fait, l'œil du spectateur était automatiquement attiré vers le point de fuite très marqué et sentait qu'il y aurait dû avoir quelque chose. Donc ça, c'était les lignes de fuite créées par la perspective et la profondeur. Mais comme on l'a vu avec la composition pyramidale, on n'est pas obligé de se limiter à ça. On peut aussi nous-mêmes créer des lignes dans l'image en agençant le décor et les objets et créer du coup nous-mêmes des lignes qui guident l'œil du spectateur. Le cinquième point de la composition dont je voulais vous parler, c'est l'utilisation de la ligne d'horizon. Donc je la trouve particulièrement intéressante, surtout pour les plans larges, parce qu'elle va déterminer, en fonction de son placement, sur quoi on met l'accent. Est-ce qu'on met l'accent plus sur le sol? Est-ce qu'on met l'accent plus sur le ciel? Par exemple, si vous voulez laisser respirer votre scène, c'est peut-être plus pertinent d'essayer de placer la ligne d'horizon sur le tiers bas. Comme ça, vous avez beaucoup d'air au-dessus des personnages et dans la verticalité. Alors que si au contraire, vous voulez écraser un peu les personnages et donner une scène plus oppressante, c'est peut-être plus intéressant de leur laisser moins d'air et donc de placer la ligne d'horizon plus sur le tiers haut. Mais ça s'arrête pas là parce que le placement aussi des sujets par rapport à cette ligne d'horizon peut être assez symbolique en fonction de votre mise en scène. Avoir comme ça un personnage au-dessus de la ligne d'horizon donne un peu une sensation de grandeur, d'accomplissement ou de libération, alors que filmer constamment un personnage en dessous de la ligne d'horizon symbolise peut-être plus une sensation d'étouffement, d'écrasement comme on a vu. Donc ça revient un peu à un choix de plongée ou contre-plongée, mais pas forcément parce que ça va dépendre aussi du placement du sujet dans le cadre et pas que de l'axe de la caméra. Autre chose à prendre en compte avec cette ligne, c'est que l'œil humain est très sensible au changement d'horizon, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend autant de soin à faire la bulle, pour éviter de se retrouver avec une image légèrement tordue qui va un peu venir gâcher le reste de notre composition. Il est par contre possible de désaxer assez franchement l'horizon si c'est volontaire pour votre mise en scène, pour donner une sensation de déséquilibre, comme si quelque chose clochait. Mais voilà, faut éviter de trop en abuser, je parle en connaissance de cause. Un autre enjeu de la composition, ça va être de réussir à retranscrire le monde réel en 3D sur le format 2D de l'écran. Pour faire ça, vous le savez sans doute, le plus simple, c'est de fonctionner par couches, avec un premier plan, le second plan et l'arrière-plan. La première chose qu'on recherche du coup, c'est d'avoir un peu plus de profondeur, donc vous pouvez déjà décoller vos personnages, vos objets, etc. du décor, c'est une première chose. Et si c'est pas possible de reculer, du coup, vous pouvez aussi essayer de changer légèrement d'axe.
parfois ça amène un peu plus de profondeur. Et maintenant, le second enjeu avec cette profondeur, c'est de réussir à rendre l'image lisible et pas juste qu'elle soit surchargée inutilement. Mais à ce moment-là, plutôt que juste rajouter un premier plan et juste encombrer votre cadre, je vous conseille plutôt d'épurer votre second plan, donc en général là où est placé votre sujet, et de ramener des éléments de décor, des personnages, tout ça en amorce, c'est-à-dire au premier plan, ça sera beaucoup mieux. Épurer, c'est une première chose pour rendre vos images lisibles, mais comme on l'a vu avant, vous pouvez mettre en valeur votre sujet grâce à du contraste, à de la luminosité, du mouvement, etc. Par exemple, dans le cas de notre premier plan, second plan, arrière-plan, vous pouvez essayer de diminuer un peu la profondeur de champ pour isoler le second plan. Vous pouvez essayer d'éclairer un peu plus le second plan et diminuer la luminosité du premier et de l'arrière-plan. Tout ça, c'est des techniques qui vont garder votre image tridimensionnelle, mais améliorer sa lecture et donc améliorer sa composition. Et enfin, 7e point important, ça va être la balance de l'image. Donc ça reprend plusieurs notions qu'on a vues avant, comme les points d'intérêt, la structure, etc. Ici, l'idée, ça va être de réussir à équilibrer l'image en répartissant chaque élément dans le cadre en fonction de son poids visuel. Donc ça va être en fonction de sa taille, sa saturation, etc., sa densité. Parce que si tous les éléments sont mal agencés, mal répartis dans le cadre, ça risque de créer un déséquilibre. Alors, bien sûr, tout ça, ça reste assez subjectif. Mais bon, je vais quand même essayer de vous donner quelques conseils pour trouver cet équilibre. Attention par exemple à pas trop charger les bords de l'image, parce que l'œil a naturellement tendance à négliger ce qui est proche du bord du cadre. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on évite de cadrer nos personnages casquettes, mais qu'on aime bien leur laisser un peu d'air au-dessus de la tête. Évitez à l'inverse d'avoir trop d'air au-dessus et derrière votre personnage. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez vous aider des lignes de tiers. Après, ça dépend aussi de votre valeur de plan et de comment vous êtes cadré. Virez les éléments qui ont un poids visuel trop important, donc qui sont trop saturés, trop lumineux, et qui n'apportent rien à la scène. Typiquement, c'est souvent des objets comme ça à l'arrière-plan auxquels on pense pas, qui attirent toute l'attention sur eux, et qui du coup perturbent la lecture du plan. Attention aux objets ou personnages en commande, c'est-à-dire qui empiètent un peu l'un sur l'autre. C'est assez gênant visuellement, donc soit vous pouvez les déplacer, soit changer légèrement l'axe de la caméra. Comme on l'a vu dans cette vidéo, les focales vont avoir un énorme impact sur la taille des objets perçus dans le cadre, en fonction de leur distance à la caméra. Donc le choix de la focale est évidemment un outil crucial dans le travail de composition. Les courtes focales permettent peut-être plus des compositions aérées, où le sujet est dans son environnement, alors que les longues focales permettent peut-être plus d'isoler le sujet ou de le mettre en relation avec seulement un élément de l'arrière-plan. Ça peut être utile par exemple si vous trouvez qu'un objet à l'arrière-plan a un trop gros poids visuel. Dans ces cas-là, une solution, ça peut être de dézoomer un petit peu, rapprocher la caméra du sujet. Comme ça, l'objet à l'arrière-plan, lui, occupe une moins grande place et l'image est mieux composée. Après, tout ça, ça reste de l'ordre de la sensation. C'est à force de tourner, de tester avec des formes différentes, des densités différentes, que vous allez sentir au fur et à mesure comment bien équilibrer votre image. Au début, moi, je me rendais pas compte de certaines compositions ratées, alors qu'aujourd'hui, ça me saute aux yeux. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas rapproché cet élément? Pourquoi j'ai laissé autant d'air au-dessus de ce gars? Mais voilà, ça vient au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de parfois volontairement provoquer ce déséquilibre pour servir la mise en scène. Un exemple qu'on donne souvent dans ce cas, c'est le film King's Speech, où les micros sont souvent filmés au premier plan et occupent une place énorme dans le cadre, donc ce qui déséquilibre un peu l'image. Mais ici, ça sert la mise en scène puisque ça symbolise la peur de s'exprimer en public du personnage. Un autre type de déséquilibre que j'aime beaucoup lorsque c'est pertinent, c'est réussir à utiliser un grand espace vide ou quasiment vide autour du personnage, ce qu'on appelle le negative space, pour donner un sentiment d'insignifiance du personnage par rapport à son environnement. C'est ce que j'ai essayé de faire sur ces quelques photos à la montagne, et je trouve que ça marche plutôt bien, parce que finalement le vide n'est plus vraiment gênant, il devient presque un sujet, un personnage en soi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle m'aura demandé pas mal de temps, donc j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Évidemment, j'ai pas pu aborder tous les aspects de la composition en une vidéo, donc si vous avez des points que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine, c'était Étienne, ciao!